Les amis, bienvenue à tous dans Money Talks, l'émission business proposée par Apostrophe. Alors j'explique le concept, on accueille des invités au parcours inspirant et on échange avec eux autour de leur business du moment. Aujourd'hui, on accueille un invité remarquable, malgré son jeune âge, 21 ans je le rappelle. Léo Boissy est avec nous. Léo, comment ça va? Ça va super et toi Quentin? Eh bah ça va super, prêt pour l'émission? Prêt. Alors, avant de commencer, je le rappelle, tu es le cofondateur de Scroll, une agence de marketing spécialisée dans les applications mobiles, c'est bien ça? Exactement. Mais avant d'en parler, on passe tout de suite aux origines. Alors, on va revenir au tout début, à ton enfance. Tu as grandi dans le Val d'Oise, dans la petite ville de Presles. Quel souvenir tu retiens de ton enfance? Exactement, donc j'ai grandi à Presles, tout petit village, 3000 habitants, au nord de Paris. Enfance tout à fait ordinaire, plutôt heureuse, grandi dans une maison pavillonnaire. Voilà. Le classique finalement. Classique, maternelle, primaire, collège un peu plus loin parce que petite ville dit pas de collège. Non, franchement, ouais, enfance plutôt ordinaire. La classe moyenne finalement? La classe moyenne, exactement. Tu dis que tu as toujours été attiré par la création de projets concrets, la culture internet. En fait, c'est-à-dire que tu as toujours baigné dans cet univers un petit peu? Ouais, c'est ça exactement. Je pense comme toute notre génération, j'ai 20 ans, on a grandi avec les Cypriens, Squeezie qui faisait du gaming à l'époque, Mister V. Et donc je pense que, pas comme tout le monde, mais un peu, j'ai essayé de faire ma chaîne YouTube, je me suis inspiré de ces gars-là. Et effectivement, donc la création de contenu, j'ai toujours aimé ça, que ce soit consommer ou créer. Pour l'aspect business, tu dis que tu as fait du resell depuis très jeune, de sneakers aussi sur Vinted. En fait, tu as toujours aimé entreprendre. Ouais, c'est ça exactement. J'ai toujours aimé créer des choses et donc entreprendre, mais plus pour le faire. Ouais. Et encore aujourd'hui, je m'intéresse à plein de domaines, mais vraiment pas forcément pour le résultat, juste vraiment le faire pour le faire, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi ces gars qui sont au top dans cette industrie le sont, qu'est-ce qui les anime. Donc ouais, c'est ça. Pareil, quand j'ai essayé de créer une chaîne YouTube en 5e, 6e, comme beaucoup de gens, c'était vraiment le faire pour le faire, rien n'est jamais sorti. J'ai encore les rushs, monter, etc. Mais c'était vraiment le faire pour le faire. Vinted aussi, j'en ai fait, mais jamais à très grande échelle, juste voir, comprendre le mécanisme, le rouage. En fait, quelque chose, Et une fois que j'ai compris comment ça marchait, je passe à autre chose parce que j'ai compris comment ça marchait, donc ça m'intéresse plus vraiment. Alors après, il y a eu ta scolarité. Après ta scolarité, tu rejoins la Schema Business School. On entend beaucoup de préjugés autour des business schools, comme on dit. Toi, tu es quel type d'élève? Plutôt bosseur, plutôt écoute, je pense que je rentre vraiment dans le cliché du mec d'école de commerce. Depuis que je suis petit, primaire, collège, lycée, on m'a toujours dit que j'avais des facilités, comme énormément de gens. Donc, très bosseur plutôt. Non, justement, des facilités sans trop bosser. Voilà, que j'avais des facilités mais que je les exploitais pas. Donc effectivement, j'ai fait l'école de commerce après le lycée et donc j'ai continué à pas vraiment bosser, mais c'est un cadre, encore une fois, où on peut s'en sortir sans bosser. Scolairement parlant, on peut s'en sortir, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, dans cette école de commerce, tu rencontres des gars qui font des choses hyper stylées à côté. C'est le réseau aussi. C'est ça, c'est le réseau. Tu rencontres des entrepreneurs, tu te fais vraiment. Toi, ça t'aide aujourd'hui d'être passé par justement une école de commerce? Je dirais pas que ça m'aide directement, plus indirectement dans mon mindset, entre guillemets. J'ai essayé de pas faire trop d'anglicisme, mais… Tu peux. Mais j'ai fait 3 ans à Schema, et je pense que effectivement, scolairement parlant, ça marchait sans cartonner. J'ai pas eu les meilleurs échanges universitaires, j'ai jamais eu les meilleures notes, mais je pense que du coup j'ai participé à des conférences, je me suis investi dans des assos, et donc ça te forge un personnage en fait. Je pense que je suis pas le même prétendant d'école de commerce que j'étais au lycée, sans pour autant avoir maxé mon implication dans l'école de commerce. Donc, tu fais aussi beaucoup de sport, foot, rugby, moto, running aussi, tu avais déjà dit. Ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien d'entrepreneur? Évidemment, ça sert à te libérer la tête, mais je fais déjà énormément de sport avant d'être entrepreneur, donc je pense pas que ce soit lié et j'ai pas vraiment envie de me donner cette image de entrepreneur parfait qui fait des morning routines, qui se lève à 5h du matin, qui prend des douches froides. Il y a peut-être l'aspect discipline aussi, mais non, dans le fait d'essayer de se maintenir, Si, bien sûr, il y a carrément l'aspect discipline. Je pense que le sport t'aide clairement à te donner un cadre, mais même si j'étais pas entrepreneur, avant d'être entrepreneur, je fais déjà du sport, j'en ferai toujours. Je pense que c'est une de mes passions.
Et donc, je pense pas que c'est grand chose à voir avec ma vie d'entrepreneur actuellement. Je pense que je serais le même entrepreneur que je sois passionné de sport ou pas, et que je serais le même sportif si que je entreprenne ou pas. Tu dis que tu n'as pas eu forcément un moment déclic, tu avances projet après projet. C'est ta philosophie de vie, ça, d'avancer projet après projet? Ouais, bien sûr, en fait, j'essaie de surtout pas sauter les étapes, dans le sens où j'aime bien choisir quelque chose, m'investir à 100%, voir ce qu'il en sort, mais je pense pas que j'ai eu de déclic vraiment dans l'entrepreneuriat. Comme je te dis, c'est allé très crescendo, c'est allé de la chaîne YouTube, du b.a.-ba de la chaîne YouTube en 5e, au Resell Vinted au lycée, et à cette agence maintenant, parce que je pense que ça va avec mon âge, ça va avec mon expérience, donc c'est quelque chose d'assez linéaire. Je pense pas avoir eu de déclic ou de gros boom. Je pense pas avoir eu de gros boom dans ma vie. Tu dis que tu avances projet après projet. Justement, avant Scroll, tu as déjà tenté pas mal de choses. Tu as bossé sur Sconnect, une app concurrente de Pronote. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première expérience? Ouais, alors Sconnect, c'était un projet qu'on a monté en famille avec mon cousin à l'époque, qui est à l'IESEG, lui, une autre école de commerce. D'accord. Donc on avait monté ça durant notre 2e année d'école de commerce, et c'était un projet hyper ambitieux parce qu'on voulait, comme tu disais, concurrencer Pronote, donc faire un intranet beaucoup plus simple, accessible pour les élèves, pour simplifier la vie des élèves et des parents d'élèves, parce que Pronote c'est un enfer pour tous les collégiens et lycéens qui l'ont déjà utilisé. C'est un petit enfer, c'est moche, t'as pas envie d'y aller, c'est source de stress pour les élèves. Donc on voulait quelque chose de hyper simple. Une version plus esthétique aussi. Ouais, beaucoup plus épurée, avec aussi des fonctionnalités qu'on ne retrouvait pas sur Pronote, mais qui étaient pourtant pour le coup essentielles, comme des groupes de classe. On voulait faire un groupe de classe directement sur Sconnect pour éviter le harcèlement scolaire, ces trucs qui en découlent, qui sont liés à l'école, mais qui ne sont pas contrôlés par l'école. Donc voilà. Et ce qui se rapproche le plus de ça actuellement, c'est un projet qui est déjà sorti qui s'appelle Papillon. Donc c'est une extension de Pronote, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait tu viens. Vert, non, il me semble. Et ouais, enfin c'est un petit papillon vert, ça ressemble au logo de Pronote. Et c'est juste une extension, donc tu vas venir connecter ton Pronote, et donc il va choper les infos de Pronote et il va juste te faire un interface beaucoup plus beau. Et effectivement, c'est un de mes grands apprentissages, c'est peut-être que c'était un peu trop ambitieux à l'époque, en 2e année d'école, de vouloir concurrencer un géant comme Pronote, qui en plus appartient au groupe La Poste, donc qui est dirigé par l'État. Trop ambitieux finalement. Trop ambitieux. Par contre, effectivement, on aurait pu avoir l'intelligence de se dire, ok, c'est trop ambitieux. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là et dans cette mission qui nous anime? Ça aurait été de pivoter et du coup de créer une alternative. Donc juste en interface, beaucoup moins ambitieux mais réalisable. Et donc c'est un de mes grands mantras aujourd'hui, c'est de dire, faut mieux faire les choses, que ça sorte, que tu produises quelque chose, plutôt que d'essayer de faire le truc trop ambitieux ou trop parfait. Voilà, c'est une phrase qui est très connue aux US, c'est better done than perfect. Vaut mieux faire que ce soit parfait. Ok, voilà. Tu nous auras fait un anglicisme déjà. Encore un. Tu es passé après par plusieurs boîtes, comme Orlom ou Revise, plutôt connues. Tu as appris la croissance, le growth, comme tu dis, c'est ça, la créativité, l'influence. Qu'est-ce que tu gardes de ces périodes d'entreprise? Alors ouais, donc j'ai commencé chez Orlom Éducation, qui est un groupe d'écoles qui propose des BTS en alternance. Et là-bas, alors c'est assez particulier, mais j'étais chargé de trouver les alternances pour les élèves, du moins de les aider dans leur recherche d'alternance. Donc je mettais en relation les élèves et les entreprises. Je ne me suis pas vraiment épanoui. Et donc après ça, je me suis tourné dans le monde des startups, notamment chez Revise, comme tu l'as si bien dit, qui est une application de révision pour les collégiens et lycéens, donc 6e et la terminale, et qui se présente comme un TikTok de l'éducation. Donc ça va être un feed dans lequel tu vas scroller et tu vas retrouver des vidéos éducatives, donc des maths, histoire, géo, etc., fait par des créateurs comme sur TikTok. Donc ça peut être toi et moi, imaginons que tu es super bon en mathématiques, tu vas faire des vidéos sur Revise pour aider les collégiens lycéens. Donc toi en tant que créateur, tu vas être rémunéré. Et donc ce que j'en retiens, moi mon job là-bas c'était ce qu'on appelle le gros hacking, mais globalement c'était de faire leur partie marketing digital, donc toute la présence sur les réseaux sociaux, dans le but d'acquérir de nouveaux utilisateurs. L'enjeu d'une application, c'est d'avoir de plus en plus d'utilisateurs. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà. Et justement, c'est chez Revise que tu rencontres Nat, ton associé d'aujourd'hui. Tu retiens quoi de cette première rencontre? Est-ce que ça a matché tout de suite entre vous? Ça a matché tout de suite, ouais. En fait, dans l'équipe marketing, on était 3. Donc il y avait Nat, qui est actuellement mon associé chez Scroll, Stan et moi. On était 3 sur la partie marketing. Et effectivement, ça a matché tout de suite d'un point de vue pro. On était vraiment hyper efficace. C'était une petite équipe, on était tous jeunes. Nata, il a 1 an de plus que moi, donc il a actuellement 22 ans. Il avait 21 ans l'année dernière. Stan aussi avait pile mon âge. Donc
Ouais, on s'est très bien entendu humainement, personnellement, et dans le pro, je pense que quand tu taffes avec tes potes, tu as envie de donner le meilleur pour tes potes. On était vraiment une équipe assez soudée, et vu qu'on était les seuls à gérer le marketing de Revise, et on se soutenait entre nous et on avait envie de tout défoncer entre nous. Vous avez mis du temps à justement arriver jusqu'à Scroll après? Du coup, on a fait 1 an chez Revise. Moi, je suis arrivé en septembre 2024. On a fait 1 an jusqu'en juillet 2025. Donc, on a passé. Stan est parti en janvier. Donc, après, on n'était plus que 2 de l'ancienne école. Et donc, on a fait toute la période brevet-bac, qui est la période la plus intense pour toutes ces applis de révision et Bien pour sûr, toute l'industrie de l'éducation. Et donc là, on a vraiment tenu la baraque quasiment à 2. Avec Nathalie, et c'est là qu'on s'est dit ok, on sait être efficace. Revise, c'est une des top applications d'éducation, donc l'année dernière ils avaient fait des scores de ouf, fallait faire des scores de ouf parce que t'es obligé de battre l'année dernière. Bien sûr. Ouais. Et donc on était à 2 là-dessus, on a plutôt bien marché, on a tout défoncé et on s'est dit ok, on s'aime bien personnellement, on est hyper efficace à 2 dans le taf, il y a un truc à faire, on avait tous les 2 envie de nouveau, donc fallait se lancer, c'était maintenant ou jamais. Ok, bah écoute, maintenant qu'on a les bases, les fondements, on passe tout de suite au business du moment. Alors, en quelques mots, Scroll, c'est quoi? Scroll, c'est une agence qui va aider les fondateurs d'applications mobiles à avoir de plus en plus d'utilisateurs. Voilà, très simplement en 2 phrases. Ok, c'est ce qu'on appelle la distribution, c'est ça? C'est ça, la distribution, c'est comment tu vas être présent dans la tête des gens déjà, et donc sur les réseaux sociaux évidemment, parce que maintenant la présence passe par la présence numérique. Et tu dis justement que beaucoup d'apps galèrent avec cet aspect distribution. Vous, concrètement, vous leur apportez quoi d'autre que les autres agences n'apportent pas? Bien sûr, alors nous, ce qu'on faisait chez Revise, on avait vraiment une approche hyper 360, donc ce qui est assez particulier pour une agence, parce que une agence en général, tu vas avoir un service très précis, qu'une agence exécute super bien, qui est la meilleure dans son domaine, mais ça va être un truc très précis. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les fondateurs d'app qui ont une application qui marche ou qui n'est pas encore sur les stores. On fait les deux. On fait et les grosses applications comme Revise ou n'importe qui, et les petites applications qui ne sont même pas encore sur les stores, qui sont en pré-développement. Et on va les accompagner dans toute leur stratégie. Donc un peu 360, on va leur dire, ok, toi, t'es très bon en influence, par contre, tu es super nul sur ton compte TikTok. Ton compte TikTok, il est super nul. Ok, donc on va t'accompagner là-dessus. Et on va faire toute une stratégie, comme ça, on va analyser leurs points faibles, leurs points forts, et leur faire une stratégie qu'après, nous, on s'engage à exécuter derrière. Ok, donc justement, comment vous structurez cette stratégie, cette approche entre la part de créa, d'influence, de brand content, etc. Comment c'est structuré concrètement? Voilà, donc on les accompagne sur leur aspect stratégie, et donc très concrètement, nous, ce qu'on propose, on a une partie, ce qu'on appelle brand content, donc on va gérer le compte TikTok de la marque. Toutes les marques, toutes les applications ont un compte TikTok aujourd'hui. On va leur faire des campagnes d'influence, donc toujours en organique. En organique, c'est le contenu que tu vas poster et qui va prendre naturellement, donc sans pub derrière. C'est vraiment un contenu que tu postes, tu lâches dans la nature, et si t'es bon, normalement, il est censé faire des vues, si t'es pas bon, il fait pas de vues. Donc on les accompagne sur l'organique et sur le paid. Donc sur l'organique, on a brand content, campagne d'influence, influenceurs, donc gros influenceurs, petits influenceurs, et ambassadeurs. Il y a beaucoup d'applis aujourd'hui qui cherchent des ambassadeurs, donc ça va être... Ouais, des influenceurs, des trucs comme ça, ou pas forcément? Pas forcément, en fait, ton ambassadeur parfait, en fait, c'est quelqu'un qui utilise son application tous les jours, qui est fan de ton produit, et qui du coup a envie de le mettre en avant, de le mettre en lumière et de le faire connaître au plus de monde possible pour aider le plus de gens. Ça, c'est ton ambassadeur parfait. Dans les faits, ça se passe pas exactement comme ça. Tu vas chercher plutôt, oui, c'est ça, des mecs qui ont déjà l'habitude de faire des vidéos, qui ont les codes TikTok, qui sont jeunes. Qui ont une popularité éventuellement pour... Qui ont une popularité, qui peuvent avoir une popularité, ouais, mais c'est pas essentiel, parce qu'aujourd'hui sur TikTok, tu vois, tu as des mecs qui buzzent, qui sortent de nulle part, qui buzzent, qui ont 100 abonnés, qui vont buzzer. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir les codes et d'être fan de l'application que tu promouvois. Et on a toute la partie paid, donc en pub, et là on propose effectivement des creative ads. Donc on va produire les vidéos que la marque va mettre en avant via TikTok ads ou Facebook ads ou Meta ads. Donc c'est toutes les pubs que tu vois sur tes réseaux sociaux, il y a bien quelqu'un qui les fait derrière. Évidemment, ouais. Et là c'est nous. Et donc ça on propose de les faire en interne. Donc ça va avec les acteurs, ça peut être moi ou Nat les acteurs, ou des gens qu'on connaît. Ou alors on peut les faire par des micro-influenceurs. Ce qui est hyper intéressant avec les micro-influenceurs, c'est que vu que la vidéo est poussée directement depuis leur compte, imaginons que toi tu as 100 000 abonnés, la vidéo va être poussée sur TikTok dans ton feed, mais depuis ton compte TikTok. Donc quand quelqu'un va
cliquer sur la pub, ça ne va pas directement amener sur la page App Store ou sur la page produit, ça va amener sur ton compte à toi. Donc ça rajoute énormément de confiance pour le consommateur. Vous avez plusieurs offres dans votre catalogue, si je peux dire ainsi? Ouais, ça c'est toutes nos offres, donc c'est tout ce qu'on propose. Et après, c'était toutes nos offres, donc les créatives en interne, les créatives faites par des micro-influenceurs. Et après, nous on va élaborer une stratégie ensemble et on va te dire ce qui est pertinent pour toi, c'est de faire de la créative en interne, ou alors de la créative micro-influence, ou alors de reprendre ton brand content. Donc voilà, on va piocher dans ces offres-là selon les besoins de l'application. Et vous avez une approche, comment dire, vu que vous êtes jeune, vous êtes proche des utilisateurs, est-ce que vous jouez sur ça aussi ou... Ouais, carrément. Carrément. En fait, les fondateurs d'Appli Mobile nous aiment bien pour ça parce que du coup on est hyper proche. C'est un vrai plus en fait pour vous. C'est un vrai plus. Franchement, être jeune, c'est un vrai plus. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas être dépassé. Aujourd'hui, tout va hyper vite. Les trends s'usent hyper vite. En 2 semaines, tu as toujours les nouvelles refs, les nouvelles trends. Donc il faut vraiment être à jour. Et un mec qui va fonder une app mobile n'a pas le temps. Factuellement de se mettre à jour sur ces sujets et donc nous on le fait pour lui et c'est là que il sous-traite un petit peu oui voilà exactement il sous-traite il sous-traite Ok, et à terme du coup vous voulez devenir une référence des distributions d'applications mobiles? Ouais, carrément c'est l'un des objectifs. C'est l'un des objectifs et surtout c'est rare les agences qui vraiment prennent ton problème à 360 degrés. Nous, t'es fondateur d'une app mobile, tu as créé ton app mobile, tu viens nous voir, tu nous dis je ne sais pas comment la marketer, je ne sais pas comment faire pour que les gens connaissent mon app mobile qui est super. Nous on te dit ok, on va te faire ça, on te fait un plan hyper clair qu'on exécute par la suite et donc en fait t'es presque clé en main. Et en fait ça c'est intéressant parce que vous ne prenez pas que des gens qui arrivent déjà avec un projet bien avancé, vous prenez aussi des gens qui ont un projet, qui est encore sur le début. Oui, bien sûr. On accompagne des boîtes dont l'app n'est même pas encore sur les stores. Donc on va préparer une stratégie en amont avec eux qu'on va valider avec lui. Et une fois que c'est sur les stores, là, on met tout en action. Mais effectivement, donc c'est vraiment nos 2 types de clientèle, entre guillemets. Celles qui viennent avec une idée bien précise parce qu'ils connaissent notre expertise et savent qu'on va être bon dans ce domaine. Ils nous disent, voilà, il nous faut X créa par semaine, parce qu'on dépense X euros en ads par semaine. Ou alors, je ne sais pas du tout comment faire pour que mon appli soit téléchargée. Comment on fait, les gars? Ça, vous arrivez bien à vous adapter selon... Est-ce que vous avez justement des clients très variés comme ça? Ouais, carrément. On a les grosses applications mobiles que tout le monde connaît et les petits que personne ne connaît encore. Et nous, notre enjeu, ça va être de les faire grossir. Vous visez 1 million de chiffre d'affaires sur l'année 2026. Vous pensez vraiment y arriver? On pense vraiment y arriver parce qu'en fait, on a tellement de verticales différentes que si on maxe toutes ces verticales-là, effectivement, on peut y arriver. Ça fait forcément beaucoup d'argent. On n'est pas une agence qui propose que des creative ads, que de l'influence, que du brand content. En fait, on a tellement de verticales que si on arrive à bien structurer et à bien exécuter et qu'on a des bons retours, etc., oui, on peut vraiment y arriver. Tu dis vouloir créer vos propres applications. Ça serait quoi l'idéal? On peut avoir un exemple Alors, les applications mobiles aujourd'hui, on entend partout que c'est de plus en plus simple de les créer, mais le plus dur, ça reste de les marketer, donc de faire la distribution, d'avoir une présence, que les gens connaissent son application. Comme je te disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, j'ai très envie de créer mon application mobile juste pour voir si c'est vraiment aussi simple qu'on le dit. Okay. Donc c'est vraiment le fait de la créer pour la créer, mettre les mains dans le cambouis vraiment et créer mes lignes de code. Presque à la place de tes clients. Exactement. Et c'est un de nos arguments pourquoi on a envie de faire des applications mobiles, c'est se mettre à la place du client, avoir une appli qui est prête et se dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment se mettre à la place du client et pouvoir répondre encore mieux à leurs besoins en tant qu'agence. Et effectivement, tout le monde dit que c'est de plus en plus difficile de marketer une application mobile. Nous, on propose de la marketer. La suite logique, c'est de faire la partie facile, créer une application mobile et avec notre savoir-faire, la marketer et la marketer. Un exemple d'application que j'ai commencé à créer qui est vraiment un MVP, donc qui est le B à bas du truc. Est-ce que tu connais Cali.ai? C'est une application où tu vas prendre ton plat en photo et ça va te dire combien de calories et de protéines tu as dans ton assiette. Ok. Donc c'est fondé par des mecs qui ont notre âge, entre 18 et 20 ans, qui ont vibe codé ça, on appelle, donc codé avec l'IA. Et aujourd'hui, ils font des millions par mois. Donc c'est une vraie boîte. Maintenant, il y a 20 ou 30 employés. Donc c'est assez énorme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle répond à un besoin
hyper particulier. Donc c'est pas une super app comme Instagram, Facebook où tu peux tout faire dessus. C'est vraiment, ça répond à un problème hyper particulier. Et donc bien marketé, ça fait des centaines, des milliers, des millions d'euros par mois. Tu passerais par l'IA toi aussi du coup pour coder ? Ouais, évidemment. Okay. C'est un gain de temps énorme. C'est pour ça que tout le monde dit que ça devient de plus en plus de créer des apps mobiles parce que tu as tellement d'outils. Je pense au plus connu, Lovable, Cursor, où tu lui dis je veux une app qui fait ça, ça, ça. Je veux une app qui compte mes calories quand je prends mon plat en photo. L'IA te le fait pas tout seul, mais te fait une grande partie. C'est pas un désavantage, par exemple, s'il y a de la fixation de bugs plus tard à faire, l'IA peut quand même le faire. C'est pas un désavantage de passer par l'IA dès le début ? Je pense que pour créer du coup un MVP, c'est hyper intéressant parce que tu peux tester tout de suite, tu peux très vite la mettre sur les stores, voir si tu as de l'attraction ou pas, si les gens sont intéressés par ton produit, s'ils kiffent. Et s'ils kiffent pas, repartir sur une app à zéro. Donc je pense que du coup, tu peux vraiment ignorer toute cette partie développement que tu avais il y a 5 ou 10 ans où tu mettais 1-2 ans à créer ton application mobile, la sortir et si elle flop, bah, tu es un peu dans la sauce. Là, tu peux vraiment tester. Donc, et effectivement, par contre, si tu as une appli qui marche comme Kalia a marché, derrière, lui maintenant, il a vibe codé ça en je sais plus combien de temps. Mais après, il a recruté des devs pour rajouter des fonctionnalités. Et voilà, okay. Une fois qu'il a eu de l'attraction, là, il s'est dit ok, j'ai un projet sérieux, je recrute des devs, je recrute une vraie équipe, et donc tu en fais un projet sérieux, tu revois ton code de A à Z. Mais je pense que pour aller tester, c'est le feu. Et c'est quoi ta plus grande fierté là depuis la création de Scroll justement ? C'est d'avoir bâti cette offre très 360 qui est assez atypique. Pour être honnête, dans le domaine des agences, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, une agence en général, tu es très bon sur une verticale, sur un truc. On aurait pu créer une agence spéciale brand content où on reprend juste les comptes TikTok d'applications mobiles. On a choisi de faire une offre très 360 parce qu'on pensait avoir l'expertise et on n'a que des bons retours sur cette offre qu'on a construite qui n'existait pas vraiment auparavant. On a plein de fondateurs d'app qui nous disent que c'est un positionnement énorme parce qu'on cherche ça. Nous, on a une équipe de dev, ils sont trop forts. On a une app qui est magnifique, on croit vraiment en notre app, on croit qu'elle est utile. Par contre, on ne sait pas comment la faire connaître au grand public. Et donc, ce positionnement, je pense qu'on est très fort sur ce positionnement. La dernière pièce du puzzle. Exactement. Exactement, ouais. Et donc, pour terminer, dernière question, si tu pouvais te parler à toi, adolescent, qu'est-ce que tu te dirais, quel conseil donnerais-tu à toi, adolescent ? Ouais, c'est intéressant. Je pense que je dirais de continuer à créer, de jamais avoir peur de créer des trucs, que ça marche ou ça marche pas. Comme je disais, je pense que aujourd'hui, on est très matrixé par le résultat final. Que ce soit dans n'importe quel domaine, on fait quelque chose pour le résultat final et on s'inspire de ceux qui sont déjà tout en haut dans notre industrie. Je pense que le plus important, c'est vraiment le parcours. C'est le parcours, c'est le chemin en fait. C'est le chemin et le résultat on découlera forcément si tu es bon. Mais je pense qu'il faut vraiment être passionné par, c'est vraiment par le chemin. Entrepreneur, ça, c'est privilégier le chemin et même prendre plus de plaisir à entreprendre que la finalité. Parce qu'en général, souvent quand la finalité est là, on se rend compte que le plus excitant, le plus stimulant, c'était le chemin pour y arriver. Bah ouais. Ça, carrément. Donc, peu importe dans quel domaine tu es, peu importe ce que tu as envie de faire, juste fais-le et essaie de prendre du plaisir à faire la chose plutôt qu'au résultat final. Eh bien, merci Léo d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes. Et suivez également Léo, on mettra tout ça dans la description. Merci à tous.